le plaisir d'ouvrir un pot de peinture, puis de peindre, tient à l'apparition de la couleur franche, puis à l'action d'en couvrir une surface qui est immense au regard de la petitesse du pot. Et pour l'imaginaire, cette couleur qui recouvre tout, c'est la simulation de l'envahissement. Et quand le mur est peint entièrement, un nouvel objet est né. Tant que la peinture n'a pas tout envahi, nous n'avons pas le sentiment de cette totalité qui est la vraie récompense. Et même quand le mur est terminé, je ne perçois l'existence de cet objet que lorsque j'ai nettoyé les taches autour et enlevé ce qui dépasse. La bavure altère gravement le sentiment du tout parce que la bavure nie l'objet fini et trahit le badigeonnage. En art, tant qu'un tableau n'est pas achevé, c'est-à-dire tant que l'espace qui est délimité par le cadre n'est pas complètement envahi, il n'existe pas, il reste surface. Il n'acquiert sa dimension définitive d'objet que par l'acquisition imaginaire de son épaisseur. Je me souviens du tableau d'un paysage avec un ciel qui n'était autre que la partie non peinte de la toile. Cela ne me convenait pas. L'inachèvement empêche l'accomplissement de cet effet d'optique essentiel. Ce qui est fini est infini. Et si les enfants font souvent de beaux dessins, c'est parce qu'ils s'appliquent à remplir toute la feuille qu'on leur a attribuée avec les couleurs de leur palette, sans se décourager en milieu de parcours. L'enfant ne se juge pas quand il est dans l'action, il balbutie mais s'acharne. Il ne relève pas la tête pour prendre du recul. À mi-chemin, le dessin peut sembler raté et ne rien promettre de bon. La plupart des adultes à ce stade abandonnent, découragés par ce qui a déjà été commis. Ils froissent le papier avec humeur et jettent le tout à la poubelle. L'enfant, lui, va jusqu'au bout en prenant bien soin qu'aucun blanc du papier n'apparaisse plus. Et au bout du compte, à la dernière touche, alors que 2 allers et retours de pinceau auparavant ont frisé encore la catastrophe picturale, le lien d'harmonie s'établit soudain comme si on avait branché le courant et que tout s'illumine. Le tout est plus grand que la somme de ses parties. Certaines peintures non contentes d'envahir la toile recouvrent une autre peinture, ou plusieurs peintures plus anciennes. Même si rien ne laisse trahir l'existence de ces couches, elles donnent au tableau un inconscient qui n'est pas celui de la peinture que l'on voit. Un laboratoire au Louvre, grâce au rayon X, décèle les traces d'autres tableaux sous les tableaux. Mais je n'ai pas besoin qu'on me montre ce qu'il y a sous les peintures des maîtres, parce que de toute façon, toute œuvre réussit a un dessous, par les liens qu'elle entretient avec toute l'histoire de la peinture. Et puis je ne veux pas, pour obtenir cet envahissement du papier ou de la toile, qu'on ait recours à plusieurs couches. Je n'ai jamais apprécié ce procédé qui consiste à peindre d'abord le fond, le ciel ou ce qui est derrière. J'aime commencer par l'essentiel, puis, une fois rassuré par l'étreinte avec cet essentiel, qui est porteur du désir initial, source de l'énergie créatrice, peindre en dernier ce qui est autour ou derrière. Faire un fond, c'est un travail de peintre en bâtiment. On met d'ailleurs à la disposition des artistes des mini-rouleaux pour l'exécuter. Et dans les ateliers des maîtres de la Renaissance, c'étaient les élèves qui peignaient les fonds. Je préfère le pinceau au rouleau, même s'il s'agit de repeindre une cuisine. Le pinceau est un outil de contact par petites touches avec la surface
ce qui rend la totalité obtenue encore plus inattendue. Mon bras est alors celui d'un combattant à l'arme blanche, le pinceau. Dans ce corps à corps avec le mur, les éclaboussures de peinture deviennent du sang blanc. Et comme le conflit nous porte, j'ai le souvenir d'avoir peint jusqu'à l'épuisement. Après le passage d'un nuage, le soleil atteint de nouveau mon visage. Si je ne savais pas que cette chaleur vient du soleil, je croirais que la porte d'un four sidérurgique s'est soudain entr'ouverte ou qu'un pain de fonte vient de passer devant moi, glissant sur les cylindres d'acier du tapis roulant. L'intermittence du passage des nuages devant le soleil m'aide à jouir de son rayonnement, en me permettant d'en mesurer brutalement l'intensité. Sur la plage, avec la réverbération due au sable clair, j'ai l'impression, en m'abandonnant à lui, d'un suicide langoureux. Ce moment de bien-être va être suivi de graves brûlures, je le sais. En approchant la paume de ma main de mon corps, je réalise à cette chaleur qui émane de moi que j'ai emmagasiné une partie de l'énergie du soleil dans l'épaisseur de ma peau, de la même manière qu'en mangeant, on stocke des calories dans les graisses. Je suis brûlant. Ça va être difficile de trouver le sommeil. Dans le lit, les démangeaisons accentuées par le contact avec le drap me donnent l'impression d'avoir attrapé une maladie vénérienne après une passe. On s'est abandonné au soleil et l'on a attrapé une chaude pisse. À cause de cette étreinte avec lui sur la plage, je vais souffrir. Puis au bout de quelques jours, je vais perdre ma peau. Le hasard de notre place dans le cosmos fait que l'on n'a qu'un soleil. Nous aurions pu tout aussi bien, à notre naissance, découvrir dans le ciel plusieurs soleils, dessinant une multitude d'ombres. Cet astre unique qui nous éclaire a favorisé notre anthropocentrisme en contribuant par assimilation à nous sentir uniques, nous aussi. Et pour ne rien arranger, nous avons également une seule lune qui est beaucoup plus insaisissable dans son parcours que le soleil. Si j'ai toujours su où le soleil se levait et puis prévoir où il se couchait, j'ai toujours été décontenancé de découvrir la lune dans un endroit inattendu du ciel et bien incapable de deviner où elle allait se diriger. La contemplation du lever du soleil me donne autant de plaisir que celle de son coucher. Mais comme je ne suis pas un lève-tôt, j'ai toujours été plus familier de son coucher que de son lever. Pour cette raison, j'ai toujours choisi une villégiature où je pouvais profiter du soleil le plus tard possible. J'aime les bords de mer, par exemple, où je peux le suivre jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Et une fois que j'ai repéré sa course dans un paysage, je suis sûr de pouvoir compter sur son coucher chaque jour au même endroit. La lune, je continue à ne rien y comprendre. Où se lève-t-elle? Où se couche-t-elle? Décroît-elle ou croît-elle? Cette anarchie, ajoutée au fait qu'elle soit rebelle à mon goût du repérage en apparaissant la nuit, lui donne son côté mystérieux et poétique. Longtemps convaincu de son lien exclusif avec la nuit, comme celui du soleil avec le jour, j'ai été très choqué la première fois que je l'ai aperçu dans le ciel alors qu'il ne faisait pas encore nuit. Ce fut comme si j'étais témoin d'un contretemps, d'une erreur de timing dans le grand spectacle de la nature. C'est vrai que c'était déstabilisant de constater que la lune, que je croyais être l'héroïne de la vie nocturne, jouait aussi sa scène dans la journée. Et c'est tout aussi perturbant de penser que le soleil dont nous sommes privés la nuit et les jours de mauvais temps brûle sans fin avec une constance incroyable, à peine ponctuée par des hoquets que sont les courtes explosions à sa surface que seuls les astronomes peuvent voir avec leurs lunettes.